Bonjour et bienvenue. Cette vidéo traite du thème des coopératives multipartites en relation avec le livre Cooperativism at Work. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Il s'agit d'une question qui est d'importance pour le mouvement coopératif dans son ensemble. Vous trouverez une présentation générale de l'ouvrage ainsi que d'autres vidéos sur la chaîne YouTube intitulée également Cooperativism at Work. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des coopératives qui comptent différents types d'associés, chaque catégorie disposant d'un nombre important de droits de vote au sein de la coopérative. On les appelle les coopératives multipartites. Elles regroupent différents types d'acteurs ou de groupes d'intérêt issus d'une collectivité donnée. Les études de cas présentées dans le livre ont été sélectionnées parmi des coopératives détenues par leurs travailleurs, à savoir des coopératives de travail associées et des coopératives sociales, dans lesquelles les travailleurs constituent soit la seule, soit la majorité des catégories d'associés et disposent d'un droit de vote exclusif ou majoritaire. Sans être des coopératives multipartites à part entière, certaines des coopératives décrites dans le livre montrent une tendance à intégrer dans leur composition d'autres parties prenantes que les travailleurs, comme les clients par exemple, ou au moins à prendre en compte de manière permanente et institutionnelle l'avis d'autres parties prenantes, comme les abonnés à un journal. Au-delà de ces études de cas, l'ouvrage fait également état d'une tendance très marquée au sein des coopératives sociales, qui est un mouvement en pleine expansion à travers le monde, à mettre en place une gouvernance multipartite accordant une part importante de représentation et de pouvoir de vote à des parties prenantes autres que les travailleurs. Je vais y revenir dans quelques instants. Le modèle multipartite peut également prendre la forme de groupes ou de consortiums de coopératives comprenant différents types de coopératives qui représentent différentes catégories d'associés chacune. C'est le cas du groupe Mondragon, décrit dans le livre, qui compte quelques coopératives où la majorité est détenue par des parties prenantes autres que les travailleurs, tandis que la majorité des coopératives de Mondragon sont des coopératives de travail associé. Dans un autre exemple, en Espagne, qui ne figure pas dans le livre, la Fundación Espejo, un groupe de coopératives de santé, n'inclut pas les salariés de ces coopératives associées, mais distingue les médecins des patients en tant que partie prenante distincte au sein des coopératives distinctes du groupe. C'est un autre exemple qui montre qu'on peut aussi organiser une gouvernance multipartite par l'intermédiaire d'un groupe coopératif plutôt que par l'intermédiaire d'une coopérative individuelle. Voyons maintenant quelles sont les origines du coopérativisme multipartite. D'après les données historiques que nous avons à disposition, des communautés coopératives dotées de règles spécifiques, anticipant les principes coopératifs actuels, sont apparues au XVIIe siècle et peut-être même plus tôt. Ceci est expliqué dans une autre vidéo sur les principes coopératifs sur la même chaîne YouTube Cooperativism at Work. Ces premières communautés coopératives comptaient des membres qui répondaient à des besoins différents par le biais de la communauté coopérative. Mais tous les membres d'une même communauté coopérative n'avaient pas les mêmes besoins, ou du moins pas au même niveau. Certains avaient besoin d'un emploi en priorité. Pour d'autres, le besoin le plus pressant était de construire une maison ou d'obtenir un crédit. De cette façon, bien qu'il ne s'agisse pas encore de coopératives multipartites, ces communautés s'efforçaient déjà de répondre aux besoins différents de leurs différents membres et de cette façon, elles avaient déjà le germe de ce qui conduira ensuite aux coopératives multipartites. Puis l'année 1844 a été marquée par la création des pionniers équitables de Rochdale, près de Manchester, une coopérative de consommation largement considérée comme l'initiatrice des premiers principes coopératifs, ce qui n'est pas tout à fait le cas, comme je l'ai expliqué sur cette même chaîne YouTube dans l'autre vidéo que je viens de mentionner et qui traite des principes coopératifs. Ce que l'on sait moins, c'est que les associés de cette coopérative si célèbre ont estimé dès sa fondation qu'ils devaient, dans la mesure du possible, fournir des emplois à leurs associés et inclure les travailleurs dans les coopératives de fabrication de produits alimentaires qu'ils allaient créer. Cette idée était présente dans leur première règle, appelée précisément loi première, qui proposait, je cite, de commencer la fabrication d'articles que la société pourrait déterminer
afin d'employer les associés qui seraient sans emploi ou qui souffriraient des conséquences de réduction répétée de leur salaire. Ensuite, dans les années 1860, les Equitable Pioneers of Rochdale ont tenté d'appliquer le principe d'inclure les travailleurs en tant que groupe identifiable et distinct parmi les associés d'une coopérative qu'ils ont fondée pour produire une partie des denrées alimentaires qu'ils vendaient et qui comptait différents types d'associés, notamment des coopératives de consommation, y compris les Equitable Pioneers of Rochdale eux-mêmes, ainsi que les travailleurs de cette nouvelle coopérative. Il s'agissait en fait d'une première tentative de création d'une coopérative multipartite. Malheureusement, l'intégration des travailleurs au sein de cette coopérative s'est avérée infructueuse pour des raisons expliquées dans le livre. Mais cela a essentiellement montré que ni les Equitable Pioneers of Rochdale, ni le mouvement coopératif britannique dans son ensemble n'étaient encore préparés pour organiser efficacement une gouvernance coopérative où des groupes d'intérêts distincts seraient représentés de façon différenciée. Une autre raison est que le phénomène original des communautés coopératives multifonctionnelles était alors en train de se modifier et de laisser la place à une spécialisation entre différents types de coopératives, comme les coopératives de consommation ou celles de travail associé. Et malgré tout, l'idée d'une coopérative multipartite intégrant les travailleurs en tant que catégorie distincte d'associés au sein de coopératives qui n'étaient pas de travail associé, cette idée, elle était née. Et cette idée a fait ensuite l'objet d'un vaste débat national au sein du mouvement coopératif britannique dans les années 1880 et 1890, avec même des retombées à l'étranger. Elle portait le nom de code de partage des bénéfices, c'est-à-dire avec les travailleurs, ce qui impliquait un partage du pouvoir avec les travailleurs. Neil, secrétaire général de l'Organisation nationale britannique représentant les coopératives, la Cooperative Union, regroupant toutes sortes de coopératives, mais surtout des coopératives de consommation, figurait parmi les principaux partisans de cette idée d'inclure les travailleurs parmi les associés des coopératives en général, mais il a rencontré beaucoup de résistance. Puis, en 1892, à l'occasion du Congrès coopératif britannique annuel, George Jacob Holyoake, l'un des principaux promoteurs de la coopérative de Rochdale, mais aussi un autre fervent défenseur de l'idée d'inclure les travailleurs parmi les associés de toutes les coopératives, a été jusqu'à comparer ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette idée à ceux qui s'opposaient à l'émancipation des esclaves en Amérique. Bon, cela peut paraître un peu extrême, mais cela donne une idée de la tension du débat à l'époque. Holyoake a ensuite inclus ce discours dans un ouvrage qu'il a écrit sur la coopérative de Rochdale, qui a été largement diffusé à l'époque au sein du mouvement coopératif britannique. Cette question d'inclure les travailleurs dans tous les types de coopératives a ensuite largement dominé les débats lors du congrès qui a fondé l'Alliance coopérative internationale, ACI, en 1895 à Londres, et qui a duré une semaine entière. Après d'âpres négociations, la déclaration finale, au bout de la semaine de congrès, a en fin de compte entériné cette idée, qui a été réaffirmée lors du congrès suivant de la CI à Paris en 1896. Le débat s'est poursuivi ensuite pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il soit finalement clos en 1910, et la question de l'adhésion des travailleurs aux coopératives autres que celles de travail associés a été mise en veilleuse. Cela s'explique en partie par le fait que la tendance à distinguer les coopératives en différents types, comme les coopératives de consommation et celles de travail associé, a continué à s'accentuer, mais c'est aussi dû au fait que les coopératives de consommation dominaient le mouvement coopératif international et l'ACI à l'époque. Puis un demi-siècle s'est écoulé, un demi-siècle tragique, marqué par le fascisme, le nazisme, les deux guerres mondiales, l'entre-deux-guerres et la reconstruction d'après-guerre. Puis, à la fin des années 1950, les coopératives de travail associé ont commencé à être considérées plus sérieusement au sein du mouvement coopératif international après avoir subi pendant des décennies, au mieux, une attitude condescendante. Et en même temps, le concept de coopérative multipartite a refait surface, mais cette fois-ci à partir du mouvement coopératif de travail associé, et cette fois-ci s'appuyant sur des expériences concrètes
et qui ont été couronnées de succès. Tout d'abord, le groupe coopératif Mondragon, situé au Pays Basque espagnol, l'une des 26 études de cas examinées dans l'ouvrage, a fait ses premiers pas en tant que groupe en 1959, lorsqu'une poignée de coopératives de travail associées de base, ainsi qu'une coopérative de consommation, ont créé une banque coopérative, une sorte de banque de développement pour le groupe. Depuis le début, un tiers des droits de vote de cette banque coopérative est détenu par son personnel, les 2 tiers restants étant détenus par les coopératives associées au groupe. Le même principe selon lequel les travailleurs disposent d'un pouvoir substantiel mais pas total au sein des coopératives qui ne sont pas de travail associé au sein du groupe Mondragon s'applique également à la coopérative de consommation Eroski où les travailleurs détiennent 50% des droits de vote, à la coopérative de recherche et développement Ikerlan et à l'université coopérative Mondragon Universitatea, entre autres. Tout cela est expliqué en détail dans le chapitre consacré à Mondragon dans l'ouvrage Cooperativism at Work. À peu près à la même époque, dans les années 1960, les coopératives sociales ont fait leur apparition en Italie, également issues du mouvement des coopératives de travail associées, comme l'explique un autre chapitre de Cooperativism at Work. Alors qu'une partie des coopératives sociales italiennes, comme celles qui sont présentées dans le livre dans les études de cas, se concentre sur l'insertion professionnelle de travailleurs défavorisés et compte les travailleurs comme seule ou principale catégorie d'associés, d'autres coopératives sociales italiennes, qui sont axées celles-là sur les services à la collectivité comme la santé ou l'éducation, intègrent de manière plus significative dans leur composition d'autres types d'associés que les travailleurs comme des bénévoles, des usagers des services fournis, des fondations, des associations, voire dans certains cas des gouvernements locaux, mais toujours avec un pouvoir minoritaire. La raison d'être de ce modèle est d'intégrer dans une coopérative ses principales parties prenantes au sein d'une collectivité donnée. Comme nous le voyons, il y a un rapport étroit entre, un, la notion de coopérative multipartite et deux, la notion de collectivité. Et ce rapport étroit entre la notion de coopérative multipartite et celle de collectivité a été ensuite renforcé par un nouveau courant au sein du mouvement coopératif international, centré sur le concept de communauté ou collectivité en relation avec les coopératives. En 1979, le rapport intitulé Les coopératives en l'an 2000, rédigé par Alexander Laidlaw, a examiné en profondeur le concept de communauté ou collectivité en relation avec les coopératives, ce qui a conduit à l'élaboration et à l'adoption en 1995 du 7e principe coopératif concernant l'engagement envers la collectivité. Ce principe a depuis lors donné un élan important et une justification clé au développement mondial des coopératives sociales qui vont jusqu'à considérer dans leurs propres normes complémentaires approuvées en 2011 que ce 7e principe coopératif relatif à la collectivité est le principe suprême qui les guide. Et cela a fortement promu également au sein des coopératives sociales la gouvernance multipartite qui, comme je l'ai dit, est étroitement liée à la notion de collectivité. Dans certaines législations, comme en France, avec la société coopérative d'intérêt collectif, la version française des coopératives sociales, il est obligatoire d'avoir au moins 3 types distincts d'associés, chacun disposant d'un pouvoir de vote substantiel à l'Assemblée générale par le biais de collèges séparés. D'autres modèles de coopératives sociales encadrés par des lois spécifiques et dotés d'une structure multipartite existent, par exemple, au Canada, au Portugal ou en Corée du Sud. Le fait que les coopératives multipartites commencent à avoir une importance statistique se reflète dans leur reconnaissance par l'OIT en matière de statistiques coopératives. En effet, en 2018, la conférence des statisticiens du travail de l'OIT, qui se réunit tous les 5 ans, a publié les lignes directrices concernant les statistiques des coopératives qui distinguent 4 types fondamentaux de coopératives. Les coopératives de production, les coopératives d'utilisateurs, qui comprennent notamment celles de consommation, les banques coopératives, etc., les coopératives de travail associé et les coopératives multipartites. Il est intéressant de noter que ce phénomène des coopératives multipartites s'est étendu à des coopératives d'autres types que les coopératives détenues par leurs travailleurs, comme
les coopératives de consommation ou les banques coopératives, comme le montre l'expérience de Mondragon avec un succès entrepreneurial absolument indéniable. Et cela tend à montrer que l'inclusion des travailleurs dans la gouvernance des coopératives de tout type peut renforcer la force entrepreneuriale de ces coopératives. Il est probable qu'en accordant une partie du pouvoir de décision à ceux-là même qui devront mettre ces décisions en œuvre, à savoir les travailleurs, on renforce le lien et la cohérence le long du processus qui va de la décision jusqu'à la mise en œuvre de la décision. D'un autre côté, la gouvernance coopérative multipartite constitue l'un des principaux moyens de mettre en œuvre le 7e principe coopératif, à savoir l'engagement envers la collectivité. Et c'est au sein de communautés coopératives que les coopératives ont vu le jour au XVIIe siècle, comme nous l'avons vu. Le rapport Ledlow, comme nous l'avons également vu, en 1979, a remis le concept de communauté ou de collectivité à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, dans le monde vraiment très troublé dans lequel nous vivons, le développement durable des collectivités de base est plus nécessaire que jamais. Et les coopératives peuvent réellement y contribuer de manière significative. Comme on peut le constater, la question des coopératives multipartites comme une façon clé de renforcer les collectivités concerne en réalité le mouvement coopératif dans son ensemble. Tout cela est expliqué en détail dans le livre Cooperativism at Work. Et comme je vous l'ai dit, vous trouverez une autre vidéo présentant ce livre de façon générale sur cette même chaîne YouTube Cooperativism at Work. Je vous remercie pour votre attention.